Le grand entretien avec l'entreprise Sarawak et son PDG Guy Mindio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est quoi l'histoire de la création de Sarawak? Racontez-moi. Alors la création de Sarawak, c'est pas vraiment une création, c'était une reprise à la base. Oui. Et puis le nom a été créé en 2014. Oui. Suite à l'évolution de l'entreprise. Nous avions plusieurs entités. Donc c'est pas très compréhensible ni par les salariés ni par les clients. Il y avait trop de marques. Il y avait trop de noms, c'était pas très compréhensible. Et donc il fallait en passer par vraiment un positionnement. J'ai fait appel à une agence spécialisée en recherche de naming qui m'a fait plusieurs propositions après un brief et un travail de recherche, parmi lesquels out of the box, comme on dit, Sarawak. C'est quoi Sarawak? Ça veut dire Sarawak, c'est un pays d'abord, enfin c'est un territoire plutôt, pour être plus exact, de la Malaisie. Et puis surtout, c'est un poivre. Et lorsqu'ils m'ont dit, ben voilà, Sarawak, c'est un poivre, j'ai eu instantanément un flash avec le storytelling de ce nom correspondant à l'entreprise. Oui, alors pourquoi? Parce que vous, votre métier, c'est d'accompagner les marques, c'est ça? Notre métier, c'est d'accompagner, c'est de développer les ventes de marques, que ce soit en B2B ou principalement en retail. Et en fait, le poivre, c'est le dernier élément d'une préparation culinaire. Bien sûr. L'effort commercial, c'est le dernier élément d'un marketing mix ou d'une composition globale. On en met trop, la préparation culinaire est indigeste. On n'en met pas assez, c'est fade. Voilà. Comme une équipe commerciale. Oui. Avant Sarawak, il y avait une entreprise qui s'appelait Alinea Europe, c'est ça? Oui, tout à fait. Que vous avez reprise? Oui, absolument. Et on remonte un peu plus loin dans le processus là, créatif. c'est 2006. Donc Alinea Europe a été créée en 99 par son fondateur, Richard Calmel, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Malheureusement, il est décédé en 2017. Et effectivement, je l'ai repris en 2006. Parce que Richard voulait passer la main. À l'époque, l'entreprise pèse quoi sur le marché? Comment elle se différencie? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez voulu en faire? Alors, j'ai racheté une entreprise dite du field marketing. Et une fois que j'étais à l'intérieur de l'entreprise, j'ai constaté qu'on était tout petit. On faisait 1% du marché. Et donc, il fallait impérativement trouver les moyens de se différencier. C'est là que dans les gènes de l'entreprise, il y avait un ADN fort vers cette appétence pour la vente. Et j'ai pris la décision en 2006 déjà de sortir du field marketing pour ne faire que de l'externalisation de force de vente et de le clamer haut et fort. Et ça nous a permis effectivement de nous différencier et de laisser nos confrères continuer à se battre sur le field marketing. Parce que ce que vous proposez, ça n'existait pas ou quasiment pas en France, non, en Europe? c'était pas dans les canons habituels du commerce en France. On fait la force de vente supplétive, mais en France, la composition était le commerce, ça reste quand même les clés du coffre de l'entreprise. Ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre, en Allemagne ou dans d'autres pays. Ça commence à se vulgariser un petit peu en France maintenant. Je dirais qu'on a à peu près 30% de forces de vente qui sont externalisées. Cette évolution, ça vous a permis de mieux résister aux crises, à l'évolution du marché par rapport à vos concurrents? Ouais. Ça a été vraiment, je dirais, quelque part un coup de chance de prendre cette décision-là, parce que je pense que après 2007, on a eu 2008, première crise financière importante, puis les autres crises qui sont suivies. Et chaque fois, pour nous, bien sûr, l'année de la crise, ça a été un tempo, je dirais, ralenti, mais ça a chaque fois été un propulseur. En 2008, c'est vraiment parlant, 90% de notre poste client disparaît et nous ne faisons qu'une perte de 4% de chiffre d'affaires. Ridicule. Là où nos confrères du field marketing, budget marketing, investissement marketing, prennent un bouillon épouvantable cette année. Donc pour nous, ça a été vraiment une sauvegarde. Je pense que l'entreprise n'existerait plus si on n'avait pas pris cette décision. On continue d'en savoir plus sur votre entreprise, sur Sarawak, grâce à Virginie Mas. Les chiffres clés tout de suite. Créée en 1999 par Richard Calmel et reprise en 2006 par LMBI, Sarawak a subi de nombreuses transformations. Par exemple, la taille de l'entreprise a été multipliée par 35 depuis ces années-là et a atteint un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros. Sarawak a aussi réalisé son 4e LBO en août 2022. Le premier avait été réalisé en juin 2006 lors de la reprise. L'entreprise faisait à l'époque 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Présente en Europe continentale ouest, Benelux, France, Espagne et Portugal, la société collabore avec un peu plus de 250 clients.
250 clients, alors qui sont-ils? C'est quelle taille d'entreprise, quel type de secteur d'activité? De tout. Oui. On a à la fois des petites entreprises locales en fonction des pays que l'on accompagne et que l'on aide à évoluer vers d'autres pays européens, là où nous sommes présents, et puis des très grandes entreprises. Oui. Je peux penser à Microsoft, Google, Procter & Gamble, Nestlé. Enfin, on travaille pour toute une série de clients de très très grands noms et des tout petits. Une société suédoise comme Barbels nous fait confiance. Ce qui est important pour nous, c'est la capacité à leur apporter, à leur créer de la valeur. D'une façon ou d'une autre. Donc un client, un collaborateur, pour nous, c'est aussi important et précieux qu'un client avec plusieurs dizaines de collaborateurs. L'important, c'est le résultat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail votre activité? En quoi ça consiste? C'est former, constituer, éduquer, encadrer, piloter au quotidien des équipes de vente. Ouais. Qui vont porter la bonne parole ou travailler pour le compte d'un certain nombre de marques, mais surtout souvent un industriel qui peut avoir lui plusieurs marques. Parce qu'on parlait de 250 clients, mais en nombre de marques, c'est beaucoup plus, on ne les compte plus. Ouais. Et auprès de la grande distribution, souvent, de la plus petite distribution, de la distribution spécialisée, voire même des points de vente très spécialisés comme un centre de fitness, ou clairement des entreprises consommatrices du bien, de type, je ne sais pas, une mairie, une entreprise, un studio d'enregistrement, pourquoi pas. Ça pourrait être nos cibles. Mais ces groupes, ces entreprises dont vous parlez, ils ont déjà une force de vente? Pas tous. Certains ont leur force de vente propre, interne, qu'ils vont réserver sur leur core business ou sur un segment de distribution. Et pour aller chercher d'autres segments de distribution ou d'autres métiers moins accessibles, vont faire appel à nous en agilité, en complémentaire par rapport à leurs équipes internes. Donc on distingue force de vente supplétive, où là, c'est pas du tout notre métier. On va venir supporter une équipe commerciale existante en allant faire du rack jobbing ou du merchandising, et force de vente complémentaire, où là, par contre, on vient compléter éventuellement un dispositif commercial ou totalement le mettre en place quand il n'existe pas. Ça veut dire que vous permettez à ces entreprises d'avoir un maillage commercial plus étendu, plus fin, c'est ça? Oui, plus fin, avec des équipes dédiées malgré tout, parce qu'on est assez frileux sur les fameuses équipes partagées, puisqu'on a une perte de focus dès lors qu'on partage les objectifs. Et oui, effectivement, complète. On prend une spécialité de marché que l'on porte et que l'on fait nôtre. Avec un défi qui doit être assez passionnant, c'est à chaque entreprise sa culture, ses méthodes d'une certaine façon, ses objectifs. Il faut une sacrée souplesse d'adaptation quand même. Ouais, mais c'est ce qui fait le sel, la difficulté et la saveur de notre métier, c'est que c'est passionnant. On n'est pas sur qu'un univers marché ou un univers produit. On est sans arrêt stimulé, blackboulé si je puis dire, sur des évolutions, sur une nécessité énorme d'adaptation, mais qui nous passionne au quotidien, parce que on est devenu des spécialistes de plein de types de produits et plein de types de marchés. Et ça, c'est génial, on s'endort pas. Voilà, j'imagine. Je lisais que votre règle de base, c'est les chiffres sont têtus. À quel point ça vous guide? Pourquoi c'est important, ça? C'est un quotidien, c'est un mantra permanent. C'est pour nous l'occasion de rappeler à chacun que seule la méthode est efficace et seule la manière de l'appliquer et d'en lire les chiffres est efficace. Souvent, un commercial va essayer d'expliquer que ces chiffres sont mauvais parce que, chez nous, non, ça marche pas. Ils sont peut-être mauvais pour des raisons très simples, très triviales, qui est le manque de travail, le manque d'assiduité, peut-être une concurrence X ou Y. Mais là, le fait de travailler sur des chiffres têtus nous permet de bâtir des plans d'action. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que c'est un métier où vous innovez, où on innove régulièrement et encore beaucoup? Alors on innove dans la formation, ça on essaie de trouver des voies pour s'adapter en permanence à l'évolution des mœurs, puisqu'ils existent. Le temps d'échange avec un interlocuteur se réduit. On utilise aujourd'hui de plus en plus le contact par vidéo, par visiocall. Ce qui est un bien, ça permet d'accélérer. Donc il a fallu quand même adapter un petit peu les méthodes. Et puis également, on innove aussi. Nous, on a fait 2 investissements sur des solutions
L'une qui est une solution applicative et l'autre qui est une sorte de marketplace du marketing 360. Ouais. Ça vous permet de continuer de progresser et d'avancer. Dernière question, vous nous avez dit des clients qui ne sont pas tous forcément français ou des grands groupes internationaux, des entreprises suédoises, etc. Il y a une French touch que vous leur proposez d'une certaine façon. Comment vous adaptez à, là aussi, des cultures, des réglementations peut-être différentes en fonction des pays? Il y a une certaine French touch puisque nous couvrons aujourd'hui, Sarawak couvre tous les pays qui ont une distribution dite à la française. Ouais. On va retrouver des acteurs de la grande distribution qu'on connaît très très bien ici en France et qu'on ne va pas connaître en Allemagne, qu'on ne va pas connaître en Angleterre, qu'on ne va pas connaître en Grèce ou ailleurs. Et donc c'est un petit peu notre French touch à nous. Et évidemment, partant de France, on a une petite connaissance du sujet. Évidemment. Merci beaucoup Guy Maindiot d'être venu nous présenter Sarawak dans le Grand Entretien.